Bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Parce que vous n'étiez pas obligés, mais vous êtes venus quand même. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant que nous sommes tous là, permettez-moi de vous embêter. Oui, je vais vous embêter parce que je risque de vous parler d'un truc qui ne va techniquement vous servir dans aucun contexte de votre vie. Parce que je vois, il y a les physiciens, il y a les chimistes, il y a les mathématiciens. Donc, je vais vous parler d'un truc vraiment abstrait, d'un truc qui peut-être n'aura pas de signification pour vous. Alors, je veux vous parler de ce sur quoi je travaille depuis un bout de temps, et c'est la stabilité de l'entrée à l'état pour les systèmes à retard. Oui, les systèmes à retard, la première fois aussi que moi j'ai entendu parler de système à retard, ça m'a fait cet effet-là. Quand on entend parler de retard, tout de suite, on pense à un truc qui n'est pas bien. Je vais vous rassurer, je vais vous dire que non. Nous, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on appelle un système à retard? Un système à retard, c'est un système comme ceci. Pour moi, de façon très basique, un système à retard, c'est ce genre de système-là. Lorsqu'on veut connaître ces états à un instant T quelconque, il faut a priori savoir ce qui s'est passé avant cet état-là, suivant une certaine durée delta donnée qu'on va appeler le delta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce genre de système, pour connaître la valeur de mon système à l'instant T égale à 0, c'est-à-dire cette valeur-là, il faut connaître au moins une certaine valeur sur cette courbe-là. Et cette courbe, je vais l'appeler I0. I0 que vous voyez en réalité, ce n'est pas l'état à l'instant T égale 0, non, mais c'est plutôt la courbe qui décrit tous les états qui sont compris dans l'intervalle moins d'état 0. Lorsque je serai à un instant T quelconque, pour connaître la valeur de l'état à l'instant T, il me faut connaître a priori tout ce qui s'est passé ici, suivant cette durée delta donnée là. Donc mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système simplement qui est modélisé par l'équation 1. Et je disais tout à l'heure, la différence qu'il faut faire ici, c'est ceci, c'est que on a tendance à confondre ce genre de système avec le DO classique auquel on a affaire en dimension finie, x de t égale f de x de t, u de t. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en dimension finie, x de t, c'était un élément de Rn, c'était un vecteur de Rn. Mais dans mon cas ici, en réalité, moi, je ne donne pas à manger à f comme premier argument x de t, et je lui donne en réalité x indice t. Pour moi, x indice t, c'est cette fonction dont je vous parlais tout à l'heure, qui est définie de moins d'état 0 dans Rn et qui a S associé, x de t de S égale x de t plus S. Quand je mets x de t plus S, on ne voit pas nettement comment ce système-là renvoie vers les états passés, mais rassurez-vous, les S variantes de moins θ 0, et par exemple, quand je serai à S égale moins θ, x de t de moins θ sera égal à x de t moins θ. Donc ça renvoie bien vers les états passés. Alors, pour bien comprendre ce qu'on est en train de raconter là, c'est que, on prend cet exemple. L'exemple x point de t. On prend l'exemple x point de t égale x de t plus x de t plus u de t si on veut. On va s'amuser peut-être à calculer x point de 0. X point de 0, c'est quoi? C'est x de 0 plus x de moins 1 plus u de 0. Amusons-nous encore à calculer x de 1 demi, sinon x point de 1 demi. Ça fait x de 1 demi plus x de moins 1 demi plus u de 1 demi. Vous voyez très bien que lorsque je fais ça, je suis ici à x de 0. Si je veux connaître x de 0, si on regarde très bien ceci, c'est qu'il me faut a priori savoir ce que vaut x de moins 1. Donc vous voyez que pour connaître la valeur de l'état à l'instant t égale à 0, a priori je dois connaître la valeur qui était ici. Et pour connaître ici, la valeur, c'est-à-dire pour connaître l'état à l'instant, par exemple, 1 demi, ça, pour connaître ça, ça me renvoie à x de moins 1 demi, un truc ici. Donc, vous voyez, c'est-à-dire dans l'intervalle 0,1 par exemple, pour décrire tous les états entre 0 et 1, j'aurais besoin de tout ce qui s'est passé entre moins 1 et 0. Ainsi de suite. Donc, quand je vais vouloir décrire ce qui s'est passé entre 1 et 2 par exemple, j'aurais besoin de tout ce qui s'était passé entre 0 et 1. Donc, c'est ce genre de système qu'on appelle en réalité un système à retard. Alors, déjà que le système est défini, si on regarde très bien, ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez, si c'est que je prends ce genre de système, par exemple,
et que je dis, bon, OK, je donne comme condition initiale la valeur de l'état à l'instant x égale à 0. Clairement, le système ne sera pas bien défini. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour connaître bien ce qui se passe en 0 tout à l'heure, c'est-à-dire on a eu besoin de chercher ce qui s'est passé entre temps en moins 1. Et pour connaître ce qui se passe en 1,5, il faut connaître ce qui s'est passé en moins 1,5. Donc, en réalité, pour donner une bonne condition initiale à mon système, je ne dois pas seulement lui donner la valeur à l'instant t égale à 0, mais plutôt je dois lui dire tout ce qui s'est passé entre le temps moins 1 durant la durée moins 1, 0. D'accord? Donc, en réalité, pour ce genre de système, on ne lui donne pas une condition initiale qui est un élément de Rn, mais plutôt on lui donne une fonction qui décrit en réalité ce qui s'est passé suivant la durée qui est le retard. Et donc, déjà qu'on a défini ce qu'on appelle un système à retard, maintenant, il faut pouvoir dire à quelles conditions ce système admet une solution. C'est pour cela, tout au long du travail, on va supposer que f de 0, 0 égale à 0 et que f est une fonction Lipschitz sur les bornes. Et là, quand tout ce qui suit, quand vous allez voir cette notation-là, x à la puissance n, ça décrit l'ensemble des fonctions continues de point d'état 0 dans R. Bien, on a parlé de système à retard. Il faut maintenant définir cette notion de stabilité qui est l'ISS. Alors, avant de définir l'ISS, je vais vous parler d'une certaine classe particulière de fonctions. Bon, ce n'est pas une classe particulière, en gros, c'est une classe basique qu'on connaît tous, mais juste qu'on lui a donné juste un nom ici, K infini et KL. Alors, qu'est-ce qu'on appelle tout simplement une fonction de classe K infini? Une fonction de classe K infini, c'est une fonction qui prend des valeurs positives et qui donne des valeurs positives telles que elle vaut 0 en 0, elle est continue, strictement croissante et tend vers l'infini. Mais par contre, une fonction de classe KL, c'est une fonction à deux variables qui prend toujours aussi des valeurs positives et qui donne des valeurs positives. Ou, lorsqu'on fixe la fonction sur sa première composante, la fonction qu'on obtient suivant la deuxième composante est une fonction décroissante qui tend vers 0 qui est continue. Mais lorsqu'on fixe la deuxième composante et qu'on regarde la fonction obtenue sur la première composante, elle est une fonction qui vaut 0 en 0, continue, strictement croissante. Pas besoin de tendre vers l'infini dans ce cas. Alors, je mets beaucoup plus l'accent ici sur le fait que par rapport à la deuxième composante de la fonction bêta, elle décroît et tend vers 0, et que par rapport à sa première composante, elle croît. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de ça pour définir l'ISS. À présent, qu'est-ce qu'on appelle l'ISS, la stabilité de l'entrée à l'état de notre système à retard? On dira de façon basique, d'abord, de façon basique, c'est quoi la notion d'ISS? Pour moi, en réalité, c'est comme une forme de généralisation de la notion de stabilité qu'on connaît en dimension finie. Ou du moins, de façon encore beaucoup plus basique, c'est ce genre de stabilité qu'on veut pouvoir faire même en présence des perturbations. Tout simplement. Alors, ce qu'il faut voir sur ce schéma-là, c'est que cette courbe-là, cette courbe décrit en réalité les solutions, la norme des solutions de mon système. Et ici, la nuance, c'est qu'il faut simplement remarquer que toutes les fois, quand cette courbe-là, ça dépasse par exemple ce trait en pointillé, c'est que ça ne dépasse pas l'autre trait en pointillé. Et si c'est que ça dépasse ce trait-là en pointillé, c'est que ça ne dépasse pas ceci. D'une façon ou d'une autre, la courbe-là est recadrée par l'un au moins des deux. Autrement dit, ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est qu'il faut que la norme de cette affaire-là soit bornée par le maximum entre ça et ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, tout à l'heure, je vais vous le dire. Alors, mathématiquement, voilà ce que ça signifie. Dire que le système à retard ISS. Ça veut simplement dire qu'on a cette équation où la fonction bêta, c'est une fonction de classe K et mu est une fonction de classe K infini. OK, très bien. Cette notion d'ISS a certaines propriétés, je vous le disais. Et une propriété que moi j'aime beaucoup, c'est qu'elle généralise en quelque sorte la notion de stabilité qu'on connaît en dimension finie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on a un système à retard qui est ISS, automatiquement, le système sans entrée qui en découle est d'office globalement asymptotiquement stable. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quand je parle de système à retard comme ceci, x point de t égale f x indice t u de t. S'il est ISS, alors le système qu'on obtient en prenant une identiquement nul, c'est-à-dire x point de t égale ceci, ce système-là est d'office globalement asymptotiquement stable. D'office. Et là, si on veut, on peut le voir nous-mêmes. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire globalement asymptotiquement stable?
globalement asymptotiquement stable, ça veut simplement dire que d'abord le système est stable et après que le système est attracteur. Et stable, c'est quoi? Stable veut dire simplement que lorsqu'on part d'une condition initiale dans un borné, au fil du temps, toutes les solutions aussi se retrouvent dans un borné. C'est ce que ça veut dire stable. Et donc, on va voir si est-ce que le système est stable, est-ce que cette condition-là est satisfaite. Regardez avec moi. On a déjà considéré un système avec une entrée nulle. Donc, système stable, ça veut simplement dire qu'on a d'ici à là. Très bien. Alors, donc, on aura x de t, je mets tout simplement x de t plus petit que bêta, une norme de x0 t. Je veux vérifier cette propriété-là. Qu'est-ce que je fais? Je pars d'une condition initiale dans un borné. Norme de x0 plus petit qu'un certain bêta. Mais je vous l'ai dit que bêta, c'est une fonction de classe K. Donc, suivant sa première composante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est une fonction croissante. Donc, vous voyez, à cause de cette borne sur delta, je peux écrire que tout ceci-là est plus petit que bêta de delta P. Tout simplement parce que bêta est une fonction croissante suivant sa première composante. Et donc, il me faut maintenant montrer que, qu'est-ce que je voulais montrer? C'est que cette affaire-là est bornée au fil du temps. OK? Il y a toujours une dépendance en temps ici, que je n'ai pas encore résolu. Qu'est-ce que je vais faire? La nature de bêta. Bêta est comment? C'est une fonction de classe K. Donc, par rapport à sa deuxième composante, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit tout à l'heure qu'elle décroît. Le temps t est positif. Ceci est une fonction décroissante. Ça veut dire que bêta de ceci en 0 sera beaucoup plus grand que bêta de ceci en t. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette affaire-là est encore plus petite que bêta de bêta 0. Parce que j'ai une certaine décroissance suivant la deuxième composante de bêta. Et donc, vous voyez très bien que toutes les fois quand je pars d'une condition initiale qui est dans un borné, je retrouve toutes mes solutions aussi dans un borné, dans une boule de rayon ceci. Donc, la condition de stabilité est satisfaite. OK, allons voir. Qu'est-ce qu'on appelle attracteur en dimension finie? Attracteur, ça ne veut rien dire. Ça veut juste simplement dire que la limite, lorsque t tend vers l'infini, mes solutions au 0. Et ça se voit aussi immédiatement avec notre relation. Pourquoi? Parce que bêta est une fonction de classe K. J'ai dit, suivant sa deuxième composante, elle tend vers 0 lorsque l'argument tend vers l'infini. Donc, quand on tend t vers l'infini, bien évidemment, ceci tend vers l'infini, et donc bêta va tendre vers 0, et on a la notion d'attractivité. Donc, c'est une forme de stabilité qui généralise en réalité la notion de stabilité qu'on connaît depuis la dimension finie. Très bien. Alors, plus particulièrement, lorsque bêta prend cette forme, on ne dira pas que le système est ISS, mais on dira plutôt que le système est exponentiellement ISS. OK. Tout ça étant dit, il n'est pas toujours aisé dans la pratique de pouvoir utiliser cette définition pour caractériser l'ISS des systèmes à retard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut proposer des alternatives de caractérisation pour pouvoir garantir l'ISS des systèmes à retard. Et ces caractérisations reposent beaucoup plus sur l'approche de Lyapunov. L'approche de Lyapunov, qu'est-ce que c'est? Ça dit simplement que lorsqu'on arrive, dans certains cas, à obtenir certaines fonctions ou une fonctionnelle qui vérifie un certain nombre de propriétés, alors on peut conclure sur la stabilité du système. Et donc, c'est ce que nous allons faire aussi ici. Et cette fonctionnelle qui va nous aider ici, dans notre cas, va s'appeler la fonctionnelle de Lyapunov-Krasovsky. Et qu'est-ce qu'une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovsky? Une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovsky, c'est une fonctionnelle simplement qui vérifie cette inégalité-là et qui est elliptique sur les bornées. Donc, qui est bornée inférieurement et supérieurement par des fonctions de classe K infinie. Et elle sera particulièrement coercive si elle vérifie cette relation-là. Oui, tout de suite, on ne voit pas encore la différence entre ces deux relations-là. Laissez-moi vous dire qu'il y a bien une différence. Et la différence se situe où? C'est au niveau des bornes inférieures de nos deux inégalités. Dans le premier cas, ce qu'il faut voir, c'est que ici, j'ai bien mis la norme une seule barre de phi de 0. Mais par contre, ici, c'est la norme 2 barres de phi. Qu'est-ce que ça veut dire? V est une fonctionnelle. Donc, V mange des fonctions. C'est-à-dire, le phi que je donne à manger à V là, c'est une fonction en réalité. J'ai dit tout à l'heure que cette affaire-là, c'est l'ensemble des fonctions continues de moins d'état 0 dans Rn. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si phi, tu as une fonction continue de moins d'état 0 dans Rn, dit le phi de 0, c'est un vecteur de Rn. Donc, quand je prends norme de phi de 0, c'est la norme d'un vecteur de Rn. Mais par contre, quand je dis la norme de phi,
phi, c'est une norme en tant qu'application continue. Donc, il y a bien une différence entre les deux. Et vous allez voir tout à l'heure que ce changement entre le fait de pouvoir considérer une norme, une seule barre de phi de 0, et une norme, 2 barres de phi, ça va aussi agir au niveau des dérivés, de ces fonctionnels de Lyapunov là. C'est-à-dire les dérivés ne vont pas dissiper de la même manière. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est tout simplement ceci. C'est-à-dire parfois dans les calculs, lorsqu'on dérive v, on arrive à majorer la dérivée de v comme ceci. Et donc, on obtient une dissipation parfois en fonction de la norme 2 barres de phi. Dans ce cas, on dit que la fonctionnelle de Lyapunov dissipe history-wise. Dans d'autres cas, c'est qu'on a une dissipation en fonction de la fonctionnelle v elle-même. On dira qu'on a dans ce cas une dissipation LTF-wise. Et dans d'autres cas, on a bien une dissipation en fonction de la norme, une seule barre de phi de 0, et on dit qu'on a une dissipation ponctuelle. Et vous allez voir, ce qu'il faut se demander ici à ce niveau, c'est quoi? Comment il faut donc garantir l'ISS d'un système à retard se basant sur cette dissipation? Oui. Ici, et plus, c'est quoi exactement? C'est un dérivé fonctionnel? C'est la dérivée, ouais, c'est vrai. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis en train de dériver des fonctionnels sans vous dire comment il faut dériver des fonctionnels. En fait, c'est la dérivée au sens du driver. D'accord. D'accord? C'est une dérivée, ce n'est pas une dérivée classique comme la dérivée d'une fonction, non? Mais c'est une forme de dérivée pour les fonctionnels en réalité. OK. Donc, je disais tantôt que voilà, il faut maintenant proposer un résultat qui permet d'assurer l'ISS de mon système à retard se basant sur cette dissipation. Et ce résultat, je pense, c'est celui-ci. Il dit quoi? Il dit le système 1 sera ISS si et seulement si, soit j'ai une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe history-wise, ça veut dire qui dissipe comme ceci. Ou bien j'ai une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe comme ceci. Voilà ce que dit ce résultat. Ce résultat, c'est juste que, bon, si j'arrive à obtenir une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe comme ça, ou bien si j'arrive à obtenir une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe comme ça, alors d'office, mon système est ISS. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une dissipation passive, une dissipation en fonction d'une norme du R? Là, on ne sait rien dire. En fait, il a été conjecturé que même avec la dissipation ponctuelle, peut-être on peut avoir l'ISS comme on peut ne pas l'avoir. Des investigations ont été faites. Et il y a des résultats qui ont été proposés, notamment un résultat de 2017, où une condition suffisante a été proposée pour pouvoir assurer l'ISS d'un système à retard avec la dissipation ponctuelle. Un autre résultat récent de 2022 a été aussi proposé, mais n'assure pas l'ISS, mais plutôt l'exponentielle ISS, toujours avec les dissipations ponctuelles. Mais jusque-là, c'est toujours des conditions suffisantes. Et donc, qu'est-ce que nous, on a fait? Nous aussi, on a essayé de proposer une condition suffisante. Et la bonne nouvelle, c'est que notre condition suffisante, c'est-à-dire nous, notre théorème, généralise ceux qui existent avant. C'est ça la bonne nouvelle. En fait, notre résultat dit quoi? Il dit que quand on prend une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe ponctuellement, je vous rassure, il y a bien une dissipation ponctuelle. Ça se voit à travers le fil de 0 qui est mis ici. On dit que si la condition 13 là est satisfaite avec la condition 14, il n'y a rien à faire, le système sera ISS. Ce pourquoi ce résultat généralise celui, par exemple, de l'exponentielle ISS, c'est qu'on l'a vu en considérant juste ici des taux de dissipation quadratique. On tombe nettement sur le résultat qui a existé avant. Mais ce que je ne vous dis pas, je vous ai dit que nous, on a proposé une condition suffisante. Mais je vous présente un truc avec deux conditions au moins. Oui, c'est bien une condition selon moi. Pourquoi? Tout simplement parce que cette condition que vous voyez, elle sera satisfaite quoi qu'on dise. Pourquoi? Regardez très bien. J'ai ici un produit scalaire du gradient et de f. Donc, soit c'est une quantité positive, soit c'est une quantité négative. Bien. Ici, on me dit que je dois pouvoir choisir sigma, une fonction de classe K infini, et gamma, une fonction de classe K infini, telle que cette relation-là soit vraie. Donc, sigma et gamma sont des quantités positives. Donc, si entre-temps ceci était positif, il suffit simplement de prendre sigma et gamma suffisamment grand et cette relation sera satisfaite. Mais si cette pile est négative, la relation est d'office satisfaite. Une quantité positive est toujours plus grande qu'une quantité négative. Mais ce pourquoi cette condition devient beaucoup plus restrictive, c'est cette condition-là. Et c'est la condition principale d'elle. Elle me dit non, je n'ai pas le droit de choisir n'importe quelle fonction sigma, non. Je dois prendre sigma de telle sorte que lorsqu'on est à l'infini, il soit plus petit que le taux de dissipation alpha qui est ici. Donc, c'est ça qui rend un peu plus, beaucoup plus restrictif
cette condition 13-là. Encore une autre chose que je dois vous dire sur ce résultat, c'est que si on remonte un peu à la conjecture, regardez avec moi, vous allez voir que ce que la conjecture demande tout simplement, c'est d'avoir un taux de dissipation en alpha, où alpha est une fonction de classe K infinie, donc une fonction croissante, une fonction monotone. D'accord? Mais si on regarde le résultat que nous on a obtenu, vous voyez, nous on a toléré même une fonction Q, qui n'est pas une fonction monotone, c'est une fonction de Rn de R+. Donc même avec une dissipation anarchique, nous on arrive quand même à fabriquer une condition suffisante pour assurer l'ISS avec la dissipation ponctuelle. Donc ça aussi, c'est un facteur vraiment très important qu'il faut voir dans ce résultat. C'est comme si on est en train de dire qu'on peut aller un peu plus au-delà même de ce que la conjecture demande. C'est-à-dire, même avec une dissipation qu'on ne sait pas maîtriser, on peut toutefois aussi assurer l'ISS avec la dissipation ponctuelle. Très bien. Alors, juste après ça aussi, on a fait autre chose. Ce qu'on a fait ici, c'est quoi? C'est que souvent dans la pratique, ce genre de fonctionnaire est utilisé. Dans beaucoup de calculs, la fonction de Lyapunov qui est considérée est souvent sous cette forme-là. Mais la mauvaise nouvelle avec cette fonction de Lyapunov, c'est que dans les calculs, quand on commence les calculs qu'on fait juste à un niveau donné, on obtient une dissipation ponctuelle. C'est-à-dire le mauvais truc. Parce que je vous ai dit que la dissipation ponctuelle, on ne sait pas encore conclure l'ISS avec. Mais avec les autres dissipations, oui. Mais souvent, cette LPF-là est beaucoup plus utilisée. Et elle nous donne souvent la dissipation qui n'est pas bonne. Mais une certaine astuce montre que lorsqu'on pondère, c'est-à-dire on peut pondérer ceci avec un certain coefficient, je vais vous montrer, on peut pondérer cette LPF-là d'une certaine manière avec une certaine fonction exponentielle et obtenir la bonne fonctionnelle de Lyapunov. Je résume. Toujours, dans la pratique, on a une forme pour l'LKF. Et cette forme-là nous amène souvent à une dissipation ponctuelle qui ne nous permet pas de conclure. Mais avec une certaine astuce, on peut faire de cette LKF-là une LKF qui marche bien. Et l'astuce, c'est quoi? C'est ajouter simplement un coefficient exponentiel. Donc, ce résultat que nous avons établi nous donne une condition suffisante pour pouvoir toujours faire ce geste-là, pour pouvoir faire cette astuce-là toujours dans la pratique. Mais le truc, c'est quoi? Est-ce que cette astuce marche toujours? Parce que si elle marche toujours, ça nous montre tout simplement que, le champ pour que la conjecture soit vraie est un champ beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de chances de croire que voilà, la conjecture sera vraie. Mais malheureusement, la technique ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on l'a prouvé. On a trouvé un système qui fait que la technique échoue. Et c'est ce système-là. Et lorsqu'on a pris cette fonctionnelle de Lyapunov, vous voyez qu'elle est bien sous la forme que je vous ai montrée. On a vu que de n'importe quelle façon on la condamne avec l'exponentielle, on n'obtient pas une LKF qui marche. Très bien. Et donc, ça conclut sur la première partie de ma présentation. L'autre partie aussi va aller très vite. Ici, je ne vais pas seulement vous parler des fonctionnels de Lyapunov, mais je vais vous parler aussi des fonctions de Lyapunov. Il n'existe pas seulement des fonctionnels de Lyapunov pour assurer l'ISS d'un système à retard. Il existe aussi d'autres approches, dites de Razumikine et de Alane, qui se basent sur des fonctions. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, je sais, c'est moche, mais regardez tout simplement. La condition de Razumikine dit tout simplement que voilà, si je peux trouver une fonction, ici regardez, V0 n'est plus une fonctionnelle, V0 est une fonction de classe C1 de Rn de R+. Il dit que si V0, quand je le prends, suivant les états de mon système, s'il est plus grand que le terme retardé et le terme d'entrée, la perturbation, si tout ça implique que je peux pouvoir trouver une meilleure borne sur la dérivée de ma fonction, il suffit de choisir ρ d'une certaine façon et mon système sera ISS. Et ne regardez même pas le cas linéaire. Le cas linéaire, c'est qu'il faut prendre ρ et alpha comme des fonctions linéaires tout simplement. Donc, je répète, Razumikine dit que si je peux trouver une certaine fonction, pas une fonctionnelle, une fonction, et que lorsque je le prends en des états de mon système plus grands que le terme retardé et la perturbation, je trouve que je peux trouver une meilleure borne sur la dérivée. Il suffit de bien choisir cette fonction ρ et mon système sera stable. Mon système sera ISS. Alane aussi fait une chose pareille, mais sauf que lui, il ne fait pas une condition avec une implication. Lui, il dit simplement que si je peux trouver une fonction V0 telle que je peux pouvoir trouver une borne sur la dérivée de ma fonction en l'état actuel du système, en des termes retardés et en la perturbation, il va falloir simplement que le taux de dissipation ici
soit beaucoup plus grand que le taux des systèmes retardés. Et aussi là, je peux avoir aussi l'ISS. Comme je vous l'ai dit, le cas linéaire, c'est juste qu'il faut prendre alpha O des fonctions linéaires. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de voir? On a essayé de voir, OK, vous proposez des conditions se basant sur des fonctions pour pouvoir assurer l'ISS. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir de ces fonctions et obtenir des fonctionnels de Lyapunov? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, les fonctionnels de Lyapunov servent beaucoup plus dans la pratique. Et donc, on a essayé de voir, oui, on a établi aussi des résultats dans ce sens. Et donc, la fonctionnelle de Lyapunov qu'on a réussi à construire à partir des conditions de Razumikine et de Yalane, c'est cette fonctionnelle de Lyapunov qui est sous cette forme. On ne sait pas, nous qui l'avons inventé, ça existait déjà dans un document. Beaucoup d'études ont été déjà faites à ce propos. On a vu que, évidemment, cette fonctionnelle de Lyapunov-là est adaptée à Razumikine et à Yalane aussi. Alors, le résultat qu'on a proposé, c'est celui-ci, qui dit, voilà, si on part d'une condition de Razumikine ou de Yalane, on peut toujours en faire aussi une fonctionnelle de Lyapunov. C'est-à-dire, c'est qu'on part d'une fonction de Lyapunov et on obtient une fonctionnelle de Lyapunov. Mais la mauvaise nouvelle avec ces résultats, je ne vous la cache pas, c'est que la condition qu'on a obtenue sur les fonctions, pour les fonctions alpha et ainsi de suite, ces conditions-là sont beaucoup plus restrictives que ce que Razumikine et Yalane avaient imposé. Mais il y a aussi une bonne nouvelle en parallèle. La bonne nouvelle, c'est que dans le cas linéaire, les conditions de Razumikine et de Yalane permettent nettement d'obtenir une fonctionnelle aussi de Lyapunov. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas linéaire, quitter une fonction de Lyapunov pour une fonctionnelle de Lyapunov, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans le cas non linéaire qu'il faut un truc un peu plus restreint, tout simplement. Et aussi, ce théorème-là nous a permis aussi de faire un certain calcul. On est allé chercher un modèle 2DP. Un modèle 2DP comme ceci, qui modélise un réacteur chimique. On ne veut pas savoir ce que c'est, mais ce modèle 2DP, où on ajoute ce système-là. Et ce qu'on va remarquer, c'est que déjà ici, il faut voir, ce système, c'est un système sans entrée, il n'y a pas de perturbation, il n'y a rien. Mais nous, on va essayer de perturber le système et de vouloir stabiliser le système, de vouloir regarder son ISS. Qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Karafyllis, la stabilité de ce système a été prouvée d'abord, et cette stabilité a été prouvée avec cette condition. C'est-à-dire, si cette condition est satisfaite, le système que je viens de vous montrer sera stable. C'est ce qui a été prouvé dans le document. Mais nous, on a vu que, avec le dernier théorème, le théorème amélioré de Razumikine que je vous ai montré, on a vu que non, on peut même trouver une meilleure condition que celle-là. Et même ce qui est même la bonne nouvelle, c'est que nous, on a perturbé le système et on obtient encore une meilleure condition que celle qui a été imposée dans le document. Et cette condition, c'est la suivante. Donc, vous voyez clairement ici, on a perturbé le système avec une certaine perturbation. On a obtenu cette condition-là. Et on peut montrer que cette condition est beaucoup plus meilleure que celle qui a été proposée. Et une autre bonne nouvelle, c'est que puisqu'avec nous, notre résultat, on touche du doigt la fonctionnelle de Lyapunov, ça nous a permis d'avoir une meilleure estimation sur les états de notre système. Donc, la meilleure estimation dont je vous parle, c'est celle-là. Elle n'est pas meilleure vue du coup, mais pour nous, quand même, c'était beaucoup plus meilleur parce que ce n'était pas un truc aisé à faire. C'était des calculs de long, calculs sur des calculs, et ça nous a amené à ce résultat. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que premier truc qu'on voulait faire, c'est de répondre à la conjecture qui disait, lorsqu'on a une fonctionnelle de Lyapunov qui dissipe ponctuellement, est-ce qu'on a l'ISS? Jusque-là, on ne sait rien dire. C'est juste le premier truc. La deuxième chose, c'est que, est-ce que toujours, quand on part d'une fonction de Lyapunov, de Razumikine et de Yalane, on peut avoir une fonctionnelle de Lyapunov? Là encore, je vous ai dit, dans le cas linéaire, c'est résolu. Mais dans le cas non linéaire, c'est un peu avec des conditions qu'on l'a résolu. Donc, voilà en gros à peu près ce que je tenais à vous dire. Et maintenant, je peux prendre vos questions. Merci beaucoup. Il y a des questions. Régis? Tu présentais à la fin un système de DP. Il est choisi celui-là en particulier parce qu'il était étudié principalement pour la stabilité de manière générique, ou parce qu'il y a en tête sur ce projet un système particulier où c'est vraiment juste analyser la théorie pour tous les systèmes. Quelle est la motivation principale? Bon, en fait, en réalité, le truc, c'est que quand on a établi le résultat et on a montré aux collaborateurs, il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé sur ce système-là.
Et donc, c'est en réalité lui qui avait proposé la première condition, cette condition que je vous ai montrée. Et donc, quand il a vu le résultat, il a vu que non, il s'est dit qu'on va reprendre les calculs. Et quand on a repris les calculs, on a vu qu'on a obtenu un meilleur résultat que ce que lui avait mis dans son document. Quand je reviens à cet EDP-là, ce système-là, je ne vois pas tant comment est-ce qu'ils ont un système à retard à partir de ça. Ouais, le système à retard va venir d'ici. Fait qu'on fait un changement de variable d'abord sur cette affaire-là. Okay. Et on écrit ça d'une certaine manière, c'est-à-dire où on obtient dérivé de t de w plus c dérivé d'un certain w égale à 0, avec u de t 0 sera égal à x de t, où ce sera ce x-là. Et donc, on connaît la forme de cette EDP hyperbolique, la forme des solutions de cette EDP hyperbolique. Et lui, il dépend de... Et c'est lui qui amène x de t moins un retard quand on remplace ici en réalité. Ah, parce que vous EDP avec méthode caractéristique. Ouais. Ah, je vois. Donc, quand on résout ceci, c'est en fonction de x. Et tu vois, le u qui était ici intervient là. Okay. C'est ça qui amène vraiment le retard, en fait. OK. Il y a des autres questions? Ouais. Sur j'ai oublié les noms des gens qui, après Lyapunov, tu avais deux fonctionnaires. Ouais, Razumikine et Alane, ouais. Et les conditions, voilà, ces conditions-là, je vois pourquoi est-ce que quand tu regardes ta fonction C1, pourquoi est-ce que tu veux majorer le gradient par quelque chose qui dépend du max? Je comprends pas pourquoi il y a un max de 0. Ce thème-là, non? C'est le thème qui comporte le retard. En fait, quand on fait ceci, tu vois, f en réalité, c'est le f qui vient d'ici. C'est ce f-là en réalité. C'est-à-dire quand il met x point de t égale f de x et u de t. C'est ce f-là. Ouais. Donc, quand tu fais ce produit scalaire, tu es d'accord avec moi qu'il y aura des termes retardés qui vont apparaître à cause de la présence de ce f-là. Bon, ce qu'on peut faire, c'est ceci. On peut reprendre l'exemple de tout à l'heure. J'avais mis quoi? X point de t. Je mets x de t plus x de t moins 1. Donc, plus 1 de t sur t. Donc, f ici, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais écrire f de x indice t de t. F sera égal à quoi? F, en réalité, ici, bon, si je mets f de phi v, non, pas phi v, mais phi v. Phi est une fonction. F sera égal à phi de 0 plus phi de moins 1 plus v. Dans mon cas. Donc, tu vois, il y a le terme qui comporte le retard qui apparaît toutes les fois. Donc, quand tu fais le gradient de t0 scalaire, ce f-là, tu vois, ce terme-là ne disparaît pas, il apparaît. Donc, n'importe comment tu vas faire la majoration, s'il n'y avait pas une implication, tu vois, tu ne peux pas directement te débarrasser du terme qui comporte le retard. Donc, ceci, il faut seulement le regarder comme le terme qui comporte le retard. Tu vois, comme ce terme-là. Ouais, je vois. Et comment est-ce que tu passes du gradient au max? Le gradient? Général, comment est-ce que tu vérifies cette hypothèse-là? OK. Si je prends par exemple, qu'est-ce qu'il faut prendre? V0 ici. C'est quoi la tête de V0? V0 de. Regarde V0 de phi de 0 égale à phi de 0 par exemple. Si je mets ça, bon, on va faire le gradient de V0. Scalaire sur F là par exemple. Donc ça fait 2 phi 0, le gradient ça fait 2 phi 0, d'accord? Donc 2 phi 0 multiplié par toute cette affaire. Donc on aura par exemple 2 phi 0 carré, plus ici 2 phi 0, phi de moins 2, plus phi de 2 phi de 0, 2. Donc tu vois ce terme-là, c'est-à-dire 2 phi de 0, phi de moins 1, il est plus petit par exemple phi de 0 carré, plus phi de moins 0 carré. Et ça, tu vois directement que le max va apparaître. Parce que j'ai pris quoi? V0 égale à j'ai pris V0 de x égale x au carré.
Donc ça, en réalité, c'est quoi? Si tu veux, c'est V0 de phi de moins 1. Tu vois? Et V0 de phi de moins 1, il est plus petit que le max des V de phi de taux lorsque je prends taux entre moins 1 et 0. Tu vois, donc le max va bien apparaître dans la suite. Et des autres questions? Moi, j'en ai une. Dans ton théorème 5, pourquoi je choisis comme Q de norme euclidien et vérifier et démontrer les conjectures? Si on peut le faire, c'est un corollaire de ce résultat. Okay. Particulièrement quand on prend Q comme la norme, c'est vrai que dire comme ça, c'est pas bien, mais bon, si on le dit en griffe, Q comme la norme, on retombe exactement sur ce que la conjecture demande. Et c'est un peu, tu vois, c'est-à-dire le fait de prendre Q, ça élargit le champ de la conjecture. Ça nous permet d'avoir même des taux de dissipation qui ne sont pas monotones, qui peuvent être n'importe quoi. Et après l'autre théorème, avec ces trois formes de dispersion, ça, oui. Est-ce que ça s'indique que, en fait, effectivement, toutes formes de dissipation sont équivalentes? La dissipation sur Toutes formes de dissipation, parce que il y a cette conjecture que si on a une dissipation ponctuelle, on a ISS. Oui. Et si on a ISS, on a chaque autre forme de dissipation. Exactement, oui. Et donc, votre théorème montre que toutes les formes de dissipation sont équivalentes. Non, parce que le théorème donne une condition suffisante. Le théorème n'a pas encore dit que toutes les fois qu'on a une dissipation ponctuelle, on a l'ISS. Il dit, si on a une dissipation ponctuelle, avec une certaine condition donnée, on peut avoir l'ISS. C'est peut-être là où je me trompe, parce que si je prends comme Q juste le nombre euclidien, je parle juste de dissipation ponctuelle. Si tu auras une dissipation ponctuelle, c'est-à-dire quand tu prends Q comme la norme, bon, en griffe, je disais que ce n'est pas possible, tu auras une dissipation ponctuelle, c'est vrai, mais il faut que les conditions 13 et 14 soient satisfaites. Ok, et donc ça m'empêche de choisir. Ça t'empêche de dire que voilà, c'est-à-dire je m'arrête seulement à dissipation ponctuelle pour conclure l'ISS. Ok. Ah oui, donc j'ai besoin de choisir. Ok, allez. Si pas d'autres questions, on peut vous remercier encore à Stéphane. Et du coup, juste pour les prochaines fois, ceux qui sont jamais passés sont